Après ces très belles paroles et au terme de cette belle, riche et chaleureuse journée anniversaire de la création de Mona Lisa, je voudrais saluer la vision novatrice et puissante qui a présidé à la mise en œuvre de cette démarche. En tout premier lieu, je m'attacherai à identifier l'originalité de Mona Lisa dans notre environnement social et institutionnel. Certains l'ont déjà fait, mais je vais essayer d'être un peu plus précis. En effet, la mobilisation nationale, d'un côté, elle préfigure ce qui pourrait être un nouveau contrat social entre les citoyens et les collectivités publiques, et d'autre part, elle repose sur un mode d'institutionnalisation évolutif et pragmatique inhabituel dans notre référentiel juridique et administratif français. Tout d'abord, dans notre pays, la cohésion sociale repose sur un contrat social implicite entre citoyens et collectivités publiques. Ce contrat est en train d'être profondément remis en cause. Les tragiques événements récents sont révélateurs à cet égard et la recherche de nouvelles bases pour le renouvellement de ce contrat social est en cours. Mona Lisa apporte une contribution significative. En quoi ? Au cours du XXe siècle, du siècle écoulé, la cohésion nationale s'est fondée sur un partage des tâches entre, d'une part, une société civile structurée par un réseau de relations sociales traditionnelles reposant sur la famille, l'entreprise, le quartier ou le village, et d'autre part des collectivités publiques assumant de plus en plus de responsabilités de solidarité avec l'État-providence. Ce modèle social se désagrège et n'est plus en mesure d'assurer de façon durable la cohésion sociale. Celle-ci est menacée par l'aggravation des disparités sociales, le développement de l'exclusion, la faillite, une certaine faillite de l'intégration, la croissance de la pauvreté et de la solitude. Tous les indicateurs disponibles, quelles qu'en soient les imperfections, confirment ces tendances. Cette situation est le résultat à la fois du délitement des liens sociaux traditionnels dans la société civile et de l'impuissance des collectivités publiques à assumer seules tous les enjeux de la solidarité engendrés par un monde globalisé. Or, l'isolement des personnes âgées est une forme d'exclusion qui menace cette cohésion sociale. Cet enjeu de société, c'est le défi de la démarche de Mona Lisa qui associe les collectivités publiques sous la conduite de l'État et la société civile représentée par un puissant collectif d'associations rassemblant des citoyens bénévoles. Il s'agit d'un triple défi de mobilisation des collectivités publiques, du monde associatif et des citoyens. Mona Lisa, c'est un pacte entre les pouvoirs publics et la société civile, et c'est en cela que cette approche préfigure la démarche d'un nouveau contrat social dans notre pays. Je voudrais maintenant m'attacher au mode de formalisation qui a été retenu pour cette démarche, qui mérite d'être rappelé et un tout petit peu détaillé. En effet, il ne s'agit pas de mettre en place une nouvelle administration, une nouvelle agence, un nouveau démembrement de l'administration sous forme associative. Ce type de structure a proliféré dans le passé, complexifiant l'action, empilant des intermédiaires et en multipliant les coûts par une propension à s'inscrire dans la durée et à faire croître leurs moyens. Le choix de Mona Lisa est caractérisé par la subsidiarité, qui est un concept étranger à notre organisation française, verticale et pyramidale. Il s'agit d'une organisation évolutive et d'une démarche pragmatique. En effet, l'organisation mise en place, une association avec un comité de soutien, a pour objectif de mettre en œuvre une mobilisation d'équipes de bénévoles qui, à partir d'un certain degré d'auto-organisation, arriveront à entretenir leur mobilisation elle-même. C'est pour ça que l'association Mona Lisa n'a à aucun moment prévu de se pérenniser comme un acteur institutionnel permanent. C'est aussi pour cela qu'elle reste légère et qu'elle s'est dotée d'une petite équipe de salariés, 4 en l'occurrence. C'est enfin le modèle financier retenu qui ne repose pas sur une collecte de fonds à redistribuer, mais sur des financements destinés uniquement à soutenir une mobilisation qui doit faire ses preuves dans un temps court, qui est celui de l'expérimentation et de l'amorçage. C'est d'ailleurs ainsi que sont formalisées les aides financières accordées à Mona Lisa, qui écartent toute perspective de financement de fonctionnement à moyen et long terme. Mona Lisa est un peu une pépinière d'initiatives associatives. Elle n'est bien sûr pas un opérateur d'équipe. La démarche mise en œuvre sur le terrain, elle est pragmatique quant à elle. Elle ne procède pas d'un modèle unique préalable,
Elle s'adapte à la richesse des initiatives locales, que ce soit en matière de coopération départementale. Toutes celles qui ont été organisées, aucune ne répond à un modèle, elles sont toutes, les 13 qui fonctionnent et les autres qui ont été mises en place ont chacune, je dirais, une origine, un montage différent. Et je dirais la mutualisation des services de proximité qui est proposée, à chaque fois repose sur un jeu d'initiatives locales qui est différent. Elle prend par ailleurs en compte la diversité des cultures associatives, que ce soit en matière de formation ou en matière de termes de choix d'action. Enfin, je dirais cette démarche pragmatique s'est traduite par la mise en place de référentiels partagés. Maintenant, je voudrais, je dirais, deuxième temps de mon propos, évoquer avec vous ce qui fait la force de Mona Lisa et qui correspond à une intuition forte et partagée de ses initiateurs. Cette force repose sur deux caractéristiques constitutives qui ont progressivement émergé du travail collectif qui a abouti au rapport remis par Jean-François Serre à Madame Delaunay. C'est tout d'abord la dimension nationale de Mona Lisa et d'autre part son positionnement transversal. L'ancrage national de Mona Lisa, il est double. Il est lié d'une part à la reconnaissance des pouvoirs publics et d'autre part à la réponse massive de la société civile au travers du monde associatif. En effet, Mona Lisa représente en premier lieu, et je voudrais insister là-dessus, la reconnaissance par les pouvoirs publics du rôle irremplaçable et fondamental des bénévoles dans la lutte contre l'isolement des personnes âgées, qui répond à une véritable urgence sociale. Cette reconnaissance a cheminé depuis les événements tragiques de la canicule de 2003, en passant par la grande cause nationale de 2011, de lutte contre la solitude. Elle s'est traduite, je dirais, cette reconnaissance sur un plan institutionnel et financier. Tout d'abord, sur le plan institutionnel, il s'agit de l'inscription de Mona Lisa dans le projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement au titre des démarches de prévention. Cela fait de Mona Lisa un acteur national, pivot et fédérateur des initiatives bénévoles et associatives. Il ne s'agit pas là de la création d'une nouvelle association œuvrant parmi d'autres pour lutter contre l'isolement des plus âgés, mais d'une mise en mouvement qui doit aboutir à un changement d'échelle autoporté des initiatives locales. En anticipation de cette démarche législative engagée mais non encore aboutie, un ensemble de financements publics complémentaires les uns des autres ont été mis en place par l'État et avec son soutien. Le financement de l'État au travers du financement du ministère des Affaires sociales sur crédit de la DGCS, du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports sur proposition présidentielle au titre de la France s'engage, comme M. Caner vient de le rappeler, et enfin de financement public d'expérimentation et de lancement en provenance de la Caisse des dépôts et consignations et de la Caisse nationale de solidarité autonomie. Mais cet ancrage national n'aurait pas été possible si la société civile n'avait pas répondu favorablement à cette initiative et que ne s'y était pas reconnue. Or, c'est massivement que la plupart des associations nationales et des institutions publiques ayant des équipes de bénévoles engagés dans la lutte contre l'isolement ont adhéré à Mona Lisa. Aujourd'hui, ce sont 75, salut l'arrivée de Madame la Ministre, aujourd'hui, ce sont 75 organismes tête de réseau qui totalise plus de 500 000 bénévoles qui ont adhéré à la charte nationale Mona Lisa et qui viennent ainsi légitimer sa vocation nationale et interassociative. J'en viens au deuxième atout, je dirais, de Mona Lisa, qui fait sa force, c'est son positionnement transversal. Mona Lisa constitue, cette transversalité, a un double fondement. Elle est d'une part inhérente, je dirais, à la composition même de Mona Lisa qui rassemble tout l'éventail des cultures associatives du secteur socio-sanitaire et d'autre part, elle résulte des choix opérés par Mona Lisa pour avoir une relation bénévole-professionnelle fructueuse. Tout d'abord, la diversité des adhérents de Mona Lisa et le pluralisme de ses organes de gouvernance sont garants d'une approche transversale qui transcende les cultures d'origine des membres, que ce soit la culture socio-sanitaire, la culture d'éducation populaire, la culture municipale, la culture caritative, qui caractérise tel ou tel de ses adhérents. Cette transversalité, elle n'est pas simplement postulée et inhérente à la composition, elle s'est traduite très concrètement
dans l'élaboration de chartes, la charte nationale, la charte des équipes citoyennes, qui définissent des valeurs communes et une approche déontologique commune. La mise au point ensuite de référentiels communs pour des référents d'équipe appelés à jouer un rôle de référent pour les équipes citoyennes sur le terrain qui sont d'origine très différentes. Enfin, l'élaboration d'un cahier des charges commun pour formation socle ouverte aux citoyens et bénévoles sur la posture professionnelle et délivré par des têtes de réseau adhérentes à Mona Lisa, mais indifféremment au regard des postulants pour ces formations. Cette mutualisation, je tiens à le souligner, est une vraie première. Enfin, j'en terminerai par la relation bénévole-professionnelle, évoquée de façon très intéressante dans la table ronde qui précède. C'est bien sûr un souci majeur pour Mona Lisa, pour dépasser justement les préjugés qui ont été évoqués des uns et des autres dans certains milieux professionnels sur le rôle et l'action des bénévoles et dans certains milieux bénévoles sur la posture professionnelle. Mona Lisa s'est attachée à favoriser une relation fructueuse entre ces deux catégories d'intervenants. D'abord, par la formation des bénévoles. Celle-ci n'a pas pour objectif, et vous l'avez fortement explicité, Madame la vice-présidente du Conseil général, de les professionnaliser et de leur permettre de se substituer à des professionnels. Elle vise au contraire à permettre aux bénévoles de situer leurs limites au regard des problèmes rencontrés afin de leur apprendre à passer le relais à des professionnels concernés. Le terme de responsabilisation que vous avez utilisé tout à l'heure est tout à fait le nôtre. Il correspond à la démarche de formation que nous nous attachons à mettre en place. Enfin, cette formation vise à renforcer le pouvoir d'agir des personnes souffrant d'isolement et à positionner les bénévoles sur une démarche d'accompagnement qui ne soit pas purement compassionnelle, mais qui soit une vraie démarche citoyenne. Enfin, et j'en aurai terminé, la mise en relation des professionnels et des bénévoles est recherchée en de multiples occasions pour renforcer le repérage des situations, faciliter la mise en relation, soutenir l'accompagnement lorsque les situations se complexifient et que cette complémentarité se joue aussi à travers des coopérations départementales et bien sûr ces référents d'équipe. Je terminerai mon propos en mettant Mona Lisa en perspective au regard des défis que ses fondateurs lui ont assignés. 2013 a été l'année de la fondation qui a débouché sur un rapport qui relevait le défi d'un montage inédit et novateur. 2014 a été l'année du lancement qui a débouché sur la mise en place d'un dispositif de mobilisation qui a effectivement mobilisé les pouvoirs publics et les grands partenaires de la société civile. 2015, cette année, c'est l'année de la concrétisation de la mobilisation citoyenne. C'est le défi qui est devant nous et je dirais que nous accueillons avec optimisme compte tenu, je dirais, du travail déjà engagé. Merci.